Ça commence, il est 18 heures. Bonsoir à tous. Je suis Quentin Mayara, rédacteur en chef du magazine Skippers, et je suis accompagné ce soir de Alexa Demander, responsable pour la Suisse romande de Sailbox. Bonsoir Alexa. Bonsoir, Quentin. Voilà, et je suis également accompagné par notre invité de la soirée, Alan Roura, qu'on ne présente plus. Bonsoir Alan. Bonsoir à tous. Voilà. Donc, bienvenue en tout cas sur cette plateforme qui nous est proposée par onshore.ch, qui a été montée en partenariat avec Sailbox et Swiss Sailing. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions ce soir à Alan durant une trentaine de minutes, peut-être un petit peu plus longtemps en fonction des discussions et des échanges, mais pendant une trentaine de minutes, vous pouvez intervenir. Donc, pas en cliquant simplement sur le petit bouton converser en bas de votre fenêtre, et puis nous pourrons lire vos questions et puis justement faire réagir Alan justement sur ce qui passe par la tête en ce moment dans cette période bien particulière. Mais peut-être pour commencer, tout d'abord, j'aurais une question à poser à Alexa. Alexa, vous qui êtes responsable de Sailbox pour la Suisse romande. Pourquoi onshore et pourquoi cette initiative maintenant dans ce contexte de Covid-19? Alors d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là ce soir et puis pour souhaiter la bienvenue. Et c'était la bienvenue à Quentin et à Alan. Merci de participer aussi à cette interview. En fait, l'idée de onshore, c'était simplement parce qu'on a dû stopper nos activités de cours et aussi de partage de voiliers, de boat sharing. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut offrir à nos membres pendant ce temps, vu qu'ils sont tous à la maison et qu'ils ne peuvent pas utiliser nos voiliers. Donc, on voulait leur offrir, pour les faire patienter, une offre avec des cours, avec des interviews, avec des présentations. Et en discutant avec Swiss Sailing, avec Jean-Claude et avec Dana, on s'est rendu compte qu'ils voulaient faire un peu la même chose. Donc Swiss Sailing est partenaire de Sailbox. On s'est dit, on va faire ça ensemble. Donc, on a monté cette page onshore. Et puis ensuite, il y a des gens qui sont spontanément annoncés en disant, ouais, moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Ou bien alors, on a nous demandé, et puis j'ai demandé à Alan s'il pouvait être ce soir parmi nous, et puis à Quentin pour faire le journaliste professionnel. Et donc voilà, donc ce soir nous sommes là, et puis je me réjouis beaucoup de cette interview, et puis je vous souhaite beaucoup de plaisir. Voilà. Merci beaucoup Alexa, c'est trop d'honneur en tout cas que vous nous faites là, et on se réjouit en tout cas de pouvoir converser, échanger avec les auditeurs et discuter un peu de l'actualité vélique dans cette situation particulière. Alors peut-être tout d'abord une première question pour commencer Alan. En fait, c'est quoi ton quotidien? Je crois que tu es à Lorient actuellement, chez toi, dans ta maison. Donc c'est quoi ton quotidien de navigateur confiné là, qui ne peut pas sortir sur l'eau? Je suis sûr que ça doit te démanger. Oui, effectivement, c'est assez compliqué comme beaucoup d'entre nous, hein. Aujourd'hui, on touche un petit peu à la fin de ce confinement en France. J'ai la chance d'habiter dans une jolie petite maison avec un jardin, donc déjà, c'est un sacré plus. C'est vrai que les journées commencent à se ressembler de plus en plus. J'essaie de me préparer un maximum, que ça soit physiquement, que ça soit sur la météo. Il y a toujours la gestion d'entreprise. On prépare aussi avec l'équipe le retour au chantier, puisqu'on on a fermé depuis le début de ce confinement les portes du chantier. Donc, en soi, voilà, il y a de quoi faire. Mais là, oui, ça commence à me manquer d'aller sur l'eau et de pouvoir aller naviguer avec mon beau bateau qui est bientôt fini en plus. Donc voilà, vivement qu'on reprenne notre activité. Et comment tu parviens à te projeter mentalement sur un début de tour du monde qui doit débuter tout soudain dans quelques mois, alors que tu es dans l'inconnu la plus totale? Alors aujourd'hui, c'est sûr que c'est assez délicat puisque la situation sanitaire, mais dans tous les milieux confondus, on est dans une incertitude de qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir. Le Vendée Globe en fait partie, bien sûr, hein. Nous, aujourd'hui, on reste sur une préparation
d'un Vendée Globe qui partira le 8 novembre, comme prévu. Donc, les courses d'avant-saison qui peuvent naviguer, quoi, essayer de naviguer un maximum, de s'entraîner. Maintenant, voilà, c'est sûr qu'il y a cette incertitude. On ne peut pas vivre que avec ça. Il faut regarder devant. Et donc, notre bateau, il est aujourd'hui prêt. J'ai la chance d'avoir navigué beaucoup plus que certains en solitaire sur mon bateau. Je le connais par cœur. Donc, ce retard que potentiellement tout le monde a pris via ce confinement est dur à accepter, mais on n'est pas les plus à plaindre aujourd'hui dans notre préparation. Donc, voilà, je regarde devant et je me dis que bon, voilà, maintenant, il va falloir foncer tête baissée, aller chercher ce Vendée Globe. C'est génial, mais psychologiquement, c'est pas plus dur, justement? C'est sûr qu'on aurait pu avoir une année classique, se préparer tranquillement. Le bateau devrait être à l'eau depuis 2 mois, naviguer, s'entraîner. On devrait déjà être en course, hein. On devrait même être de l'autre côté bientôt de l'Atlantique. Il y a une première transatlantique qui s'est annulée, c'était la transat anglaise. Le programme est chamboulé. C'est sûr que c'est dur à vivre parce que voilà, on est dans l'incertitude constamment. Chaque jour, il y a des nouvelles qui tombent. On ne sait pas est-ce que ça va être notre tour à un moment donné. Maintenant, je pense que si on n'arrive pas à gérer cette situation-là mentalement, ça ne sert à rien de partir sur un Vendée Globe. Donc voilà. Mais oui, il y a des jours où je me dis waouh, c'est quand même une situation qui n'est pas anodine. Maintenant, j'y crois, et puis je serai prêt, peu importe ce qui arrive, quoi. Ok, on comprend qu'en tout cas, tu as déjà le mental qui a été bien forgé par ces années de course au large. Mais voilà, en parlant justement de l'actualité, il y a un pavé qui a été jeté hier dans la mare par le président de la société organisatrice du Vendée Globe, qui a rompu en tout cas le gentleman agreement qui existait entre la classe IMOCA et puis les parties prenantes en fait de l'organisation du Vendée, puisqu'il a annoncé sur France 3 Pays de la Loire une décision sur le report du Vendée Globe en 2021 ou sa tenue le 8 novembre prochain sera donnée le 15 juin. Et c'est quelque chose sur lequel vous, navigateurs, n'aviez pas été consultés et vous n'aviez pas, voilà, vous n'aviez aucune idée en tout cas qu'une telle sortie allait se produire dans les médias. Comment tu as réagi toi, en apprenant ça hier? Comme beaucoup de gens, hein, la réaction fut assez dure à avaler. En fait, nous, depuis le début, on fait des rendez-vous avec la classe IMOCA et l'organisateur, la direction de course. Toutes les semaines, on fait un point. Généralement, c'est le vendredi, où on essaye justement d'échanger entre nous sur la situation et de comprendre voilà, tous les scénarios possibles du Vendée Globe. Le Gentleman Agreement a été mis en place justement pour ne pas stresser les équipes qui sont quand même dans une situation délicate, comme pour l'organisation du Vendée Globe. Il y a une question financière en jeu, que ce soit pour les marins, les sponsors, c'est compliqué, la préparation sportive. Ce pavé dans la mare, il a été jeté de manière pas forcément très réfléchie aujourd'hui. C'est un peu le retour qu'on a de cette situation qui complique la chose. Voilà, on essaye tous ensemble de former un noyau. Et aujourd'hui, on a le noyau du côté Vendée Globe qui nous met dans l'incertitude. La date butoir qui a été pour eux la date de décision du 15 juin, c'est bien pour nous d'avoir une date butoir, ce qui nous permet de savoir ce qui va se passer quand même incessamment sous peu, parce que ce n'est pas simple tous les jours d'être dans l'incertitude. Maintenant, oui, c'est dommage d'avoir agi comme ça. Je pense qu'il ne faut pas rester bloqué là-dessus, il faut rester positif. Les enjeux sont quand même monstrueux, hein. Après, ce qui se passe, la classe IMOCA, donc la classe de nos bateaux, l'organisation du Vendée Globe, les marins, on n'est pas décisionnaires. Nous, là-dedans, on subit en soi la situation globale de ce virus aujourd'hui. Donc, si demain, le gouvernement dit on arrête tout,
on est obligé de suivre. Voilà, on n'a pas de poids entre guillemets dans ces décisions-là. Donc aujourd'hui, on est un peu en attente Mais dans tout ça. il y a des décisions politiques d'un côté, la situation enfin, qui est induite par la situation sanitaire. Il y a des décisions qui peuvent être économiques d'autre part, c'est-à-dire quelle est la place des sponsors, quelle est la place, enfin, quelle est la place du village du Vendée Globe aussi dans cette infrastructure avec énormément de partenaires. Mais il y a aussi des enjeux sportifs sur lesquels, en tout cas, vous devez débattre, vous, au sein de la classe, parce que il doit forcément y avoir des parties prenantes qui seraient plus en faveur d'un report parce qu'ils ont moins de 1000 avec leur bateau, etc. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont prêts, je pense que c'est ton cas, et qui se verraient mieux partir le 8 novembre. Donc, vous devez bien avoir des débats à ce niveau-là. On a des débats. Alors, c'est assez dur d'avoir 34 équipes aujourd'hui pour partir sur un Vendée Globe qui échangent sur ce genre de sujet. C'est assez personnel finalement. Moi, je vais vous donner mon point de vue très honnêtement sur tout ça et on échange avec les sponsors, on échange avec l'équipe. On a anticipé cette potentielle prise de décision depuis quelques semaines déjà, où on a monté un budget, on a essayé de trouver des solutions pour la suite. On n'est pas, on sait très bien que la situation actuelle peut évoluer dans le bon ou dans le mauvais sens, donc il faut quand même réussir à anticiper. Ce qui est délicat, c'est que dans nos conversations, jusqu'à là, on parlait de potentiellement pouvoir avoir un village plus restreint, potentiellement reporter la course de quelques mois, ça pouvait être décembre ou janvier. Il y avait plusieurs hypothèses, dont effectivement le report en 2021. Là, le pavé dans la mare, il est que la décision, elle est assez claire et nette sur le fait que sans village, il n'y a pas de Vendée Globe. Ça a été dit très clairement. Le point de vue sportif, c'est une chose. C'est sûr qu'il va y avoir une course cette année pour qualifier des bateaux qui n'ont pas eu la chance de naviguer encore, puisqu'il y a des bateaux qui vont être mis à l'eau là dans les jours qui viennent. D'ailleurs, il y a eu le tout dernier qui a été mis à l'eau hier. Donc, ils ont besoin de 1000 qualificatifs pour participer au Vendée Globe. Ça, c'est une chose. Cette course-là, elle devrait partir au mois de juillet, aux alentours du 4 juillet. Ce qui est assez contraignant en soi dans les décisions gouvernementales, puisqu'en soi, on n'aurait pas le droit. Ce n'est pas forcément un droit, c'est que c'est compliqué sportivement. Un événement au mois de juillet, normalement, il fallait attendre jusqu'à début août pour lancer un événement. Donc, on essaie de mettre en place tout un système de sécurité sanitaire pour les bateaux, pour les équipes, pour pouvoir naviguer le plus rapidement possible. Donc, vraiment pour se qualifier. Donc, ça, c'est un point qui est très important. Pour moi, cette course, elle va aussi être, pas forcément une qualif, puisque je suis déjà qualifié au Vendée Globe, mais un entraînement, une confrontation avec les autres bateaux. Donc ça, c'est très important de naviguer avant. Maintenant, le Vendée Globe, voilà, on a effectivement cette inconnue qui est très délicate, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'organisation du Vendée Globe, les coureurs, le côté sportif, et il y a aussi le côté des sponsors. Nos sponsors, ils ont investi dans des projets à échelle quand même très élevée financièrement pour préparer des bateaux à un Vendée Globe. Et un Vendée Globe, c'est une course autour du monde, certes, mais c'est aussi un village avec un public. Donc, il faut réussir à travers ces 34 projets. Il va y avoir une décision qui va être prise par la SEM Vendée. Du coup, on a la date aujourd'hui. Mais personne sera d'accord, enfin pas tout le monde sera d'accord avec cette décision. Ça va aider certains projets qui viennent de se lancer, sûrement. S'il y a un report, ça peut être plus contraignant pour d'autres. Voilà, pas tout le monde sera content. Donc on fait avec. Moi, j'essaie de rester positif et de me dire que cet hiver, je serai autour du monde. Génial. Mais c'est difficile de se faire entendre quand on est une petite structure, une petite équipe au milieu de tous ces intérêts divergents. Comment ça se passe en ce moment pour faire entendre En ces fait, intérêts? se faire entendre, c'est une chose, mais comme je disais encore tout à l'heure, c'est que finalement, skipper d'un bateau avec une équipe, peu importe la taille de la structure, c'est qu'on n'est pas décisionnaire. On peut se faire entendre, c'est une chose, mais j'ai envie de dire, si ça se trouve, dans un mois, on est tous reconfinés et puis on tire un trait sur tout ça, ce que j'espère pas. Mais on est vraiment tout petit à travers toute cette chaîne.
Donc voilà, on subit pas mal, on essaye d'être écouté un maximum. Maintenant, l'avenir nous dira si on a raison d'essayer de se faire entendre ou pas. Et peut-être, revenons peut-être sur un avenir un peu plus proche. Alors, peut-être que la remise à l'eau de ton bateau est programmée pour bientôt, non? Oui, alors la remise à l'eau, elle est prévue pour le 28, donc ce qui va venir très rapidement, là, dans quelques petites semaines. Nous, on a fermé boutique depuis le 16 mars pour des raisons sanitaires, pour des raisons aussi de personnes à risque dans l'équipe. Euh, pour moi, je ne voyais pas garder la structure, le chantier ouvert et continuer à travailler dedans, sachant que travailler dans un 60 pieds, c'est peut-être un grand bateau, mais à l'intérieur, ça reste sur 4 mètres carrés, donc ce n'est pas monstrueux. Euh, il y a aussi le côté d'image du projet, d'image vis-à-vis du public, où je ne me voyais pas montrer un mauvais exemple dans tout ça. Donc, on a pris une décision avec l'équipe d'arrêter le chantier pour laisser passer en fait cette vague. Il nous restait une semaine de travail pour mettre le bateau à l'eau. Donc là, aujourd'hui, cette semaine de travail va se répercuter en 2 semaines finalement de travail, puisqu'on va prendre un petit peu de retard avec les intervenants extérieurs. Donc voilà, on reprend le 11 et on mettra à l'eau le 28 le bateau, en espérant que les conditions météo nous le permettent et qu'on puisse naviguer rapidement pour reprendre ce beau bateau en main. Alors, il est 18h16 et j'en profite pour dire à nos internautes qui peuvent poser des questions tout au long de cette entrevue. Il suffit de cliquer sur le bouton converser de votre application Zoom et de poser une question et puis et nous en discuterons avec Alan. J'ai déjà une première question, une première série de questions de la part de Johan de Salon de Provence qui demande comment s'est passée l'adaptation avec les foils de ton bateau et dans quelle mesure cela a-t-il modifié ta manière de naviguer? Alors l'adaptation, déjà ça a été un chantier assez conséquent, hein. On y a passé bien plus de 6 mois à préparer ce bateau dans le chantier. Ça a été une nouveauté. À l'époque, on avait les foils les plus gros, les plus grands. Ça, c'était juste avant de voir Charal et les tout nouveaux partir à l'eau. L'objectif, c'était, on avait un budget X. On avait un bateau qui était d'une génération assez ancienne. L'idée, c'était de mettre un coup de boost au bateau et puis de le rendre performant pour pouvoir jouer avec des bateaux plus récents. Alors, le pari est bien relevé puisqu'on a réussi à rendre ce bateau beaucoup plus aérien, beaucoup plus doux finalement. Par contre, la manière de naviguer, c'est sûr qu'elle a complètement évolué. Alors, il n'y a pas que la navigation du marin, il y a aussi en termes de réglage, en termes de plan de voilure. Il a fallu changer énormément de choses sur le bateau. C'est plus le même comportement, c'est plus les mêmes vitesses. Et du coup, pour le marin, ce qui est très délicat, c'est la vie à bord. C'est-à-dire que pour dormir, ça commence à être impossible. Donc ça a été le chantier aussi de cette année, c'était de remettre une cellule de vie adaptée au bateau brusque. Des protections dans le cockpit. Voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont dû, au fur et à mesure des années, être modifiées à bord du bateau pour le rendre, c'est pas sécurisant, mais plus agréable. Par contre, ce qui est top, c'est les vitesses, quoi. C'est sûr que suivant les conditions de vent et de mer, le bateau n'a plus de limite de vitesse, quoi. On l'a vu avec des pointes à plus de 35 nœuds. Sur un monocoque en solitaire sous pilote automatique, oui, ça commence à être un beau défi relevé. Je pense on a gagné notre pari, quoi. Ouais, il faut s'accrocher. Ouais. C'est peut-être pas mal d'avoir mis quelques protections dans le cockpit. Ouais, c'est pas mal. C'est une bonne chose à faire. Mais justement, parle-nous peut-être aussi, donc dans son histoire un peu plus récente, parle-nous un peu du bateau, comment il va depuis la Jacques Vabre. Est-ce que tu as fait du fine-tuning, des dernières améliorations comment tu l'as préparé en vue de ce Vendée Globe? Alors là, le bateau, nous, notre objectif, quand on a acheté ce bateau en 2017, on voulait faire un chantier foil assez rapidement, c'est-à-dire fin 2017, début 2018, pour être en configuration Vendée Globe le plus rapidement possible. Essayer d'éviter de chaque année remodifier entièrement le bateau et devoir réapprendre à naviguer avec. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a étudié pas mal de choses sur le bateau, on a appris à le connaître, à voir ses défauts, ses qualités. Et puis, cette année, c'était le dernier chantier qui finalement était un peu du peaufinage. C'est-à-dire qu'on a,
comme je disais, aménager l'intérieur du bateau avec des trampolines qui viennent se tendre à l'intérieur pour se séparer en fait du fond de coque. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que à la base, un monocoque de course ou de croisière, hein, peu importe, n'a pas forcément de zone de slamming. C'est cette zone qui fait tampon en fait avec les vagues. Quand on a un bateau à foil qui cabre ou voire qui décolle, les vagues viennent finalement se fracasser contre le fond de coque. Le fond de coque en fait bouge. Et donc quand on est allongé dans le fond du bateau, on bouge avec le fond de coque. On a tous les à-coups et les vibrations. Donc on a essayé d'annuler en fait ce ressenti-là avec des filets. On a modifié toute la table à cartes, on a modifié la casquette du bateau, le cockpit, un peu le plan de pont, le plan de voilure. Et on a refait surtout une déco globale du bateau. Donc de la tête de mât jusqu'au bout de la quille, le bateau a changé en visuel, hein. Et puis après, c'est du matossage, des systèmes simplifiés pour gagner du temps dans les manœuvres. On a essayé de fiabiliser les petites choses qui manquaient. Mais là, on a un bateau qui concrètement, oui, demain est prêt à partir sur le Vendée Globe, quoi. On est tous confiants avec l'équipe. Oui, c'est un super bateau, certes, qui sur le papier ne peut pas gagner le Vendée Globe, mais qui le terminera bien, j'espère. Mais justement, cette situation par rapport le différentiel de performance qui est existant, qui est réel avec les IMOCA de dernière génération, la situation actuelle pourrait peut-être jouer en ta faveur parce qu'il y a quelques bateaux en tout cas qui n'auront pas les mines nécessaires à leur fiabilisation. C'est sûr que ça va être compliqué pour les bateaux neufs parce que la situation aujourd'hui, elle est qu'ils vont naviguer tardivement, très peu de préparation. Il suffit que la course de qualification au mois de juillet soit dans des conditions plutôt clémentes. Du coup, pas le temps de vraiment essayer le bateau dans des conditions plutôt extrêmes, ce qu'on va rencontrer sur le Vendée Globe. Maintenant, on dit ça à chaque fois. Et généralement, ça reste quand même des bateaux récents qui gagnent le Vendée Globe. Donc, je ne vais pas m'avancer sur le sujet. Mais je pense que oui, il y a moyen de faire quelque chose de bien avec ce bateau. Même s'il y a beaucoup de bateaux neufs. Il y a des modifications de foil. Il y a eu pas mal de modifications sur les bateaux aussi qui naviguent depuis un certain temps. Certains ont décidé de faire les modifications aussi cette année. Donc, ça peut aussi, pour eux, être un risque en plus, quoi. Ok, donc une première question sur le chat et j'ai l'impression que ça concerne directement ta vie privée, Alan, Oh mais là là, tu veux bien y répondre. ma vie privée, je sais pas. Voilà, félicitations. En tout cas, Martial nous annonce que tu seras bientôt un jeune papa lors du départ. Voilà. Eh oui, eh oui. Voilà. Comment vas-tu te préparer psychologiquement à affronter la séparation avec ton tout jeune bébé? Eh ben, j'en ai aucune idée aujourd'hui. La préparation d'être un futur papa qui part autour du monde, je pourrais pas vous en dire plus. J'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que ça va pas forcément changer les performances du bonhomme et du bateau sur l'eau. Je pense que ça rend certainement euh, plus sérieux sur l'eau, plus contrôlé, peut-être un peu moins fougueux. Mais aujourd'hui, la plupart des marins sont pères de famille. Donc voilà, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Ce qui est sûr, c'est que le jour du départ, oui, je vais sûrement en baver un peu plus que la dernière fois. Voilà, c'était déjà assez dur la dernière fois. Mais non, non, après, voilà, c'est un choix. Avec ma compagne Aurélia, on connaît notre rythme de vie et nos projets. Et puis, bah, voilà, c'est un risque de partir avec un bébé en bas âge. Mais voilà, on prend ce risque-là. Voilà. Et puis en plus, on connaît ton côté émotif lors des départs et des arrivées. Donc, c'est vrai que ça pourrait en rajouter une petite couche. On pensera bien à toi. En tout cas, bravo à Aurélia et à toi. C'est un bel événement à venir. Donc maintenant, une nouvelle question, hein, ça se déchaîne sur le chat de onshore.ch. Donc, si le Vendée Globe est reporté, quelle pourrait être la prochaine course, demande Tanguy? Alors, si le Vendée Globe est reporté, la prochaine course sera dans tous les cas au mois de juillet. Cet été, il y aura une course.
Là-dessus, du moins, on essaye, la classe IMOCA et la région Vendée essaye comment dire, de pousser pour ça. Maintenant, c'est tellement l'inconnu que vous dire si une course remplacera le Vendée Globe, est-ce que j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des marins vont vouloir naviguer cet hiver, donc les programmes vont être modifiés. Je pourrais pas vous répondre sans vous mentir, quoi. Honnêtement, voilà, j'en sais pas plus que vous aujourd'hui sur la suite du programme. Et Tanguy a une nouvelle question. Il te demande, dans l'état actuel des choses, quelle est ton analyse sur l'avenir du sponsoring dans la course au large? Est-ce que cela va changer quelque chose? Grande question. C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Je pense que l'avenir du sponsoring dans la course au large, il va pas changer plus que dans tous les autres corps de métier, tous les autres sports, je veux dire. On est tous dans le même panier aujourd'hui. C'est-à-dire, pour le moment, le Tour de France cycliste devrait pouvoir courir en gros en fin d'été. Est-ce que ça va être le cas ou pas? On n'en sait rien. Le football, bref, tous les sports sont dans une situation très délicate. Je pense que le sponsoring, au contraire, peut être une force pour relancer une entreprise, pour remettre du baume au cœur à des employés, à des gens qui croient au sport, parce que le sport, c'est aussi cette liberté, ça nous fait rêver. Et je ne suis pas certain. Alors certes, il va y avoir une grosse crise financière derrière, ça c'est sûr. Il y a des entreprises qui vont s'en sortir mieux que d'autres. Je pense que la question, ça sera, est-ce que ça sera les mêmes entreprises qui sponsoriseront par la suite ou pas? Et je pense que c'est là où sera la différence aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a quand même des entreprises qui ont bien marché pendant cette crise du coronavirus qui n'est pas terminée encore. Et peut-être que ça sera celles-ci qui voudront se mettre en avant par la suite, quoi. Toujours une question sur l'avenir, hein, mais un avenir assez prospectif. Une question de justement encore Johan de Salon de Provence, qui te demande, après la classe IMOCA, la classe ultime dans le viseur? Est-ce que tu verrais plus grand? Très grand? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je me la pose souvent. Dans ma tête, aujourd'hui, j'ai envie de retourner encore sur un Vendée Globe. Euh, Parce que le Vendée Globe, je pense que c'est une expérience qui… On peut pas vivre… quand on a goûté une fois au Vendée Globe, on l'a un peu dans le sang, quoi. Je pense que jusqu'à avoir les armes en main pour le gagner, on a envie d'y retourner. Mhm. Donc aujourd'hui, oui, je compte bien essayer de trouver encore des sponsors, motiver des sponsors par la suite pour monter un projet gagnant, enfin du moins performant. Après, l'ultime, c'est aussi une question qui est au fond de la tête parce que l'ultime reste un bateau. Les ultimes d'occasion ne sont pas forcément beaucoup plus chers. Ça dépend. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui d'occasion, hein. Mais j'ai envie de dire, enfin, c'est pas la solution B, c'est la solution Y parce que c'est pas la même équipe. Bref, tout change. La structure, c'est quand même monstrueux, quoi. Donc, je pense qu'il faut grandir encore un petit peu avant de passer, du moins avec un ultime performant, quoi. Donc, pour Et le ça, moment, Vendée Globe. et ça rejoint la question de Tanguy qui parlait de l'avenir du sponsoring dans la course au large, parce qu'un projet ultime, c'est évidemment dépendant de la capacité, en tout cas, à trouver des partenaires. C'est une question auquel la classe ultime sera certainement confrontée dans son projet de tour du monde tout prochainement. Complètement, complètement. Voilà. Et donc, du coup, Tanguy réagit et il demande quelle est ta relation avec ton public suisse? Es-tu une superstar? As-tu prévu une petite navigation sur le lac Léman? Donc, trois questions dans une. Merci Tanguy. Alors, Alan, es-tu une superstar déjà? Non, alors je ne suis pas une superstar, loin de là. Non, je suis un passionné qui aime ce qu'il fait et qui fait certes des trucs sympas, voilà, mais non, je ne suis pas une superstar. Je suis un marin qui croque la vie à pleines dents. Et je pense que j'ai vraiment la chance
d'être soutenu par un public suisse qui est très proche, très proche de mon équipe, de mes projets, de tout ça, parce que on est une équipe humaine, on ment pas, on transmet ce qu'on vit, et je pense que c'est ça qui fait la force de notre projet aujourd'hui. On écrit une jolie histoire. Maintenant, je ne sais pas si on aurait pu écrire cette histoire sans ce public. Je pense pas. C'est comme tout sport. Le sport a besoin d'un public. Ouais. On y revient. Voilà, peut-être que sa dernière question en guise d'invitation, est-ce que tu as prévu une petite navigation sur le Léman? En tout cas, une invitation à revenir tirer quelques bords chez nous dès que possible, non? Eh ben, j'aimerais bien avec grand plaisir. Quand, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais traverser la France pour venir en Suisse, mais en tout cas, naviguer, oui, avec grand plaisir. D'ailleurs, j'ai vu que ça naviguait un peu tout le temps sur le Léman, là, même pendant le confinement. Vous avez eu de la chance, hein, parce que nous, niet. Oui, non, c'est vrai que la Suisse est un pays qui reste encore assez privilégié, même dans la situation actuelle, quoi. Peut-être une autre question de Tanguy, une bonne question non, de Johan Salez. Quel rapport as-tu avec les autres marins suisses, Stamm par exemple, ou encore Yvon Bourgnon? Est-ce qu'il y a un lien entre cette diaspora de cours au large suisse? Tous Alors, expatriés en Bretagne. le lien, il n'est pas par nationalité. Je pense qu'on a des liens entre marins parce que on a vécu quelque chose, une histoire en parallèle. Ou moi, Bernard, j'ai toujours été fan de Bernard Stamm depuis toujours. Je veux dire, c'est pour moi l'un des 5 plus grands marins solitaires du monde. Enfin, je suis vraiment un grand fan de Bernard Stamm. On est en contact pour la simple raison que j'ai eu Super Bigou, donc son premier bateau. Sans ça, on n'aurait pas été forcément en contact plus que ça. D'ailleurs, on n'est pas aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on soit en contact. Si on se croise, on va discuter comme avec tous les autres marins. Bourgnon, non, on s'est croisé 2-3 fois, mais pas plus que. J'ai plus d'affinité avec les gens de Lorient, du coup, que je vois tous les jours. Que ce soit j'ai plus de contact avec Armel Lecléache qu'avec Bernard Stamm, par exemple. Et est-ce qu'il y a quelques coureurs au large que tu pourrais citer, hein, en tout cas parmi tes parrains, ou en tout cas les coureurs qui t'ont inspiré, qui t'ont conseillé, qui t'ont accompagné? Alors, moi, il y a quelqu'un, il y a plusieurs personnes. Alors, c'est sûr que Hélène MacArthur a fait partie de ce milieu maritime auquel j'ai eu des étincelles dans les yeux depuis tout petit. La Mini Transat, la Route du Rhum, le Vendée Globe. Euh, Roland Jourdain aussi, ça a été quelqu'un qui m'a toujours fait rêver parce que c'était le petit rigolo joyeux qui faisait des performances avec des bateaux qui sortaient un peu de nulle part. Enfin bref, il y en a plusieurs. Maintenant, je vais en profiter pour faire une parenthèse puisque c'est vrai que on parle toujours des marins solitaires, mais aussi des marins d'équipage. Euh, Moi, mon mentor depuis toujours, ça a été Gilbert Rumeau, dit Gibus, qui nous a quittés il y a quelques semaines et qui était un grand marin suisse de l'équipe de Pierre Fellman à l'époque et qui a toujours été là pour m'épauler et me guider en gros dans mes projets. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être un marin solitaire pour être un mentor. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de solitaire, l'équipage, c'est quelque chose qui t'attire. Tu aurais envie de revenir à une navigation plus sociale, entre guillemets? Je ne sais pas si la navigation en équipage est faite pour moi. J'ai pas essayé sur. Alors, il y a équipage et équipage, le double. Bon, ben, je commence à avoir l'habitude puisque tous les 2 ans, on a une saison en double avec les bateaux de la classe IMOCA. Donc, le double, je commence à bien connaître. Par contre, l'équipage, hormis des régates sur le lac Léman, j'ai jamais eu de course de plusieurs jours en équipage. Je sais pas. Je sais pas si on parle d'une étape de la Volvo, par exemple. Oui, ce serait intéressant. Est-ce que je suis fait pour ça? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas du tout certain. Je suis devenu très solitaire quand même. Et faire des tours du monde seul, ça aide pas, je pense. C'est social. Bah non, bah non.
Ok, donc alors, on a encore quelques petites questions. On arrive gentiment au bout de l'interview. Donc, si vous avez encore quelques questions, c'est le moment de les poser à Alan. Ou sinon, ben, voilà, vous pourrez toujours lui envoyer un mail. Du coup, Tanguy te demande si tu as déjà fait une petite session sur le dernier TF35 en Suisse. Mais je pense que Malheureusement, non. tu ne serais pas contre, en tout cas, venir faire un tour sur un TF. Ah, je suis pas contre, je suis pas contre. Voilà. Bon, ils sont en train d'être montés. Enfin, le montage a été un peu retardé, donc il faudra attendre encore un petit peu, malheureusement. Mais quels ont été tes supports de navigation avant l'IMOCA? Alors, mes supports de navigation, si on parle de régate ou de Ah, voilier C'est tout. Tanguy qui demande, en tout cas, sur quoi tu naviguais en fait avant l'IMOCA. Alors, avant l'IMOCA, je naviguais en 40 pieds, les bateaux de la classe 40, Mhm. qui donc, sont des bateaux de 12 mètres, qui sont vraiment typés course au large. C'est entre le Mini 650 et l'IMOCA, donc les bateaux de 60 pieds. Et avant ça, c'était le Mini 650, donc les bateaux de la Mini Transat, qui sont des petits prototypes très très racés et très très rigolos à naviguer. Ça, c'était mes deux autres supports de course au large avant le 60 pieds. Ok, super. Et puis alors maintenant, une question assez intéressante de Nicolas Mantandon qui nous demande si la concurrence avec des séries comme SailGP, c'est-à-dire de catamarans très performants, est-ce que ça peut être profitable à la course au large ou non? Est-ce que la médiatisation à travers des supports inshore spectaculaires pourrait-il être profitable à la notoriété de la voile? Alors, je pense que c'est une aide assez exceptionnelle en termes d'études des bateaux, des structures, des foils, des profils, de l'aérodynamique des bateaux. Je pense que ça, oui. En termes de communication, on est quand même sur un support qui finalement est totalement différent. On va dire que ce sont des bateaux qui vont naviguer 2, 3 heures par jour dans un plan d'eau fermé avec une communication qui va être plus du type d'un match de football, quoi. Et oui, il est passé devant, et oui, il est 1 mètre devant, c'est merveilleux. Que nous, ça va se passer sur oh putain, il a 3 jours d'avance. Voilà, donc c'est un peu la différence entre, je pense, le Sailing GP et nous. Mais oui, je pense qu'en termes techniques, ça nous aide beaucoup. En termes de communication, on est vraiment sur quelque chose de différent. Ok, super. Donc, pour terminer, on a encore deux petites questions et puis ensuite, on te laissera. Je ne sais pas si tu as prévu de faire à manger parce que les gens aiment bien, en tout cas, c'est à la cuisine en ce moment. Donc, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas, retourner à ton jardin. En tout cas, voilà, Johan nous pose une question assez intéressante. Il nous demande si d'autres courses comme la Longue Route ou la Golden Globe Race pourraient t'intéresser. Pourquoi pas une Golden Globe Race? J'y avais pensé, alors quand? Je crois que c'était avant le projet Vendée Globe, du moins juste avant qu'on récupère l'ancien bateau Super Bigou, où je m'étais dit, bon, si je peux pas partir sur le Vendée Globe, je me lance dans cette aventure. Et je suis content d'avoir pu faire le Vendée Globe et non cette course-là. Euh, En fait, je me suis habitué à des bateaux qui vont vite, à cette sensation de course ça en reste une, hein, la Golden Globe, ça reste une course, mais qui est sur des bateaux beaucoup plus, comment dire, plus pépères, voilà. Donc non, c'est aujourd'hui, il n'est pas question de naviguer en course sur ce genre de bateau. Par contre, en croisière, avec grand plaisir, et je partirai faire un tour du monde en famille, sans problème dessus. Il y a des plans pour l'avenir. Alors peut-être une dernière question de la part de Johan. Sachant que Martial te donne rendez-vous le 5 novembre pour une raclette au sable. Euh, Ah, parfait. donc voilà, ça, je pense que ça ne se manque pas. Voilà. Fais chauffer le caclo, Martial. Mais sinon, voilà, dernière question. Deux dernières questions parce que Sailbox vient de poser une question. Donc, on va pas prendre cette dernière question de Sailbox. Mais donc, avant-dernière question,
Tanguy nous demande quelle préparation mentale avant un Vendée Globe. Alors, c'est une excellente question. La préparation mentale pour un Vendée Globe, elle est… ça dépend de la personne. C'est-à-dire, la préparation mentale pour moi aujourd'hui, je l'ai fait sur le dernier Vendée Globe. C'était un peu ça l'état d'esprit. C'est-à-dire que quand on a lancé le projet pour le Vendée Globe 2016, la question se posait sans vraiment se poser, puisque une préparation mentale veut dire forcément aussi un budget. On n'avait pas non plus l'argent pour ça. Il n'y avait pas de préparation physique ni mentale pour le Vendée Globe 2016. L'idée, c'était déjà de pouvoir prendre le départ. Et dans ma tête, je me suis toujours dit que comment on peut se préparer à passer 100 jours en mer sans passer 100 jours en mer. Je veux dire, c'est ingérable finalement de se préparer comme ça à terre. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je me connais quand même un petit peu, j'ai déjà pas mal navigué, je vois ce que c'est que d'être seul sur un bateau. Écoute, on verra bien au bout d'un moment comment ça se passe, quoi. Et finalement, ça s'est plutôt très, très bien passé et j'ai l'impression en fait d'être beaucoup plus fort sur l'eau mentalement que à terre. Et je trouve que la préparation, bah, moi, je la fais un maximum sur l'eau. Alors, certes, la préparation physique, elle est à terre, mais le mental, ouais, je fais un peu de yoga, j'essaie de faire pas mal de choses pour me libérer l'esprit. Mais oui, pour moi, c'est passer du temps sur l'eau et se faire mal, quoi. Se faire mal. Ok. Donc, on retiendra ça. Donc, voilà, dernière question. On a entamé les questions du public avec une question un petit peu people de Martial. Donc, on va terminer avec une question un petit peu people de Sailbox. Est-ce qu'Aurélien navigue aussi? Voilà. Est-ce qu'Aurélien navigue aussi? Alors, c'est une excellente question. Non, oui, oui. Alors, elle navigue avec moi parce qu'on a un magnifique petit voilier de croisière qui d'ailleurs est au sec. On attend impatiemment de pouvoir naviguer aussi avec ce petit bateau. Et oui, on navigue, on va aller à l'île de Groix en face, qui est à peu près 5000 nautiques, en tirant un petit bord, en jetant l'ancre. Mais on ne peut pas dire qu'elle navigue plus que ça. Elle profite du moment sur l'eau, mais c'est pas elle qui va régler une voile et tenir la barre du bateau. Elle confond bâbord et tribord avec la barre, c'est une catastrophe. Je sais pas si elle est, je crois qu'Aurélien est pas très loin. Je ne sais pas si elle est tout à fait d'accord avec toi. Elle n'est pas forcément d'accord, vu le regard, mais Alors, des tout cœur avec Aurélien, en tout cas. Donc, ben voilà, bah merci Alan. On arrive au terme de cette réunion. Je vais peut-être redonner la parole à Alexa qui va conclure. Et puis voilà, donc je vous remercie en tout cas tous les deux chaleureusement pour cette jolie entrevue. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Quentin. Je posais en fait cette question parce que je pense que si tu navigues autant et puis tu es tellement sur l'eau, j'imagine qu'à la maison, il faut quand même que quelqu'un comprenne et plaisir aussi et partage un peu cette passion. Sinon, c'est difficile de coordonner la maison, je pense. Alors, je pense que ce qui nous aide beaucoup dans notre couple, c'est pas forcément le fait qu'on navigue ensemble, mais on travaille ensemble. On s'est connus dans ce milieu-là. Elle savait à ce moment-là que bah, voilà, j'allais pas faire du poney. Voilà, mon objectif c'était de faire du bateau et voilà, on a accepté ensemble nos vies. Et je pense je préfère qu'elle reste à terre qu'elle vienne naviguer sur le bateau et qu'elle comprenne en fait que c'est dangereux et qu'elle ne me laisse plus partir. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Et puis c'était super de pouvoir te voir aussi live parce que le dernier Vendée Globe, moi j'ai aussi suivi toujours ce que tu as fait, mais te voir ce soir, puis je me réjouis beaucoup pour toi pour que tu puisses repartir en mer. Et je te souhaite très bonne course, on te souhaite une très bonne course. Merci beaucoup d'avoir participé ce soir. Merci à Quentin aussi d'avoir animé cette interview. Et puis, merci à tous d'être là ce soir. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à bientôt. Et merci à tous. Et puis bah, moi, je vous donne rendez-vous en fin d'année pour le Vendée Globe. Hein, vous n'oubliez pas. Hein. Non, n'oublie pas. Bonne soirée. Merci à tous.